Ça ressemble à de l'open source, ça a la couleur de l'open source, ça a le goût de l'open source, mais c'est pas de l'open source. Aujourd'hui, on va parler licence SSPL et on va revenir sur l'histoire des variations de licence autour de Redis. Jingle. Donc notre sujet, on va parler effectivement d'Open Source Canada Dry. Alors vous inquiétez pas, hein, tout à l'heure c'était du jus de pomme, hein. Je ne bois pas pendant mes vidéos. Donc oui, on va parler de Redis. On va essayer pour commencer un petit peu de regarder un rapide rappel, hein, sur ce qu'est Redis, hein. Redis, c'est une base NoSQL. Donc j'avais fait une vidéo, j'avais fait une série de vidéos, hein, sur le cloud, la containerisation et le DevOps, et j'avais parlé de Kubernetes, et dans ce cas j'avais parlé des distributed data store. Et à l'époque, j'avais fait un comparatif avec Redis. Donc, Redis, ça sert de session store, ça sert de pub sub broker, ça sert de data store et de notified data store, hein, de data store observé. Et puis, ça sert aussi beaucoup, hein, pour tout ce qui est caching sur le même type de segment que Memcache. Donc c'est une base NoSQL et dont le théorème de Cap, elle se positionne au niveau consistency, partition, tolerance. C'est pareil, je vous laisserai aller voir la vidéo, hein, pour revenir sur ces principes. Donc c'est une base CP, donc une base NoSQL. Alors, on va faire une petite timeline pour essayer de repositionner un petit peu la genèse de notre problématique vis-à-vis de Redis. Et du coup, Redis a été créé par Salvatore Sanfilippo, qu'on surnomme Antirez, et à partir de là, je parlerai plus que de Antirez. En 2009, hein, à l'époque, il travaillait chez Pivotal. Et cette base, elle va rapidement se démocratiser à un tel point qu'elle est très très rapidement mise à disposition des catalogues des hyperscalers, et notamment chez Amazon sous le nom d'Elasticache, qui supportait à la fois Redis, Memcache. Les autres hyperscalers aussi, hein, l'ont utilisé, hein. Et je parle de celui-ci parce qu'effectivement, parmi les contributeurs, il y a eu beaucoup de gens qui sont chez Amazon. À partir de cette démocratisation, il y a une société qui s'appelait Garantia Data, qui a commencé effectivement, eux aussi, à distribuer, à faire de la distribution d'une version entreprise de Redis et de Memcache, et puis qui faisait du hosting sur Redis et Memcache. Et cette société, pendant plusieurs années, elle va devenir un petit peu le leader du hosting sur les solutions Redis et Memcache. En 2013, Garantia Data a demandé à ce que la base soit renommée de Redis à RedisDB, ce qui n'a pas fonctionné. Et puis ensuite, Garantia Data a changé son nom pour devenir Redis Labs. Et ils ont embauché Antirez, hein, le mainteneur de Redis. Donc effectivement, durant l'année 2014 et jusqu'à 2015, Antirez a rejoint les Redis Labs, et c'est allé jusque 3 ans plus tard au fait que Antirez a cédé la propriété intellectuelle de Redis à Redis Labs. Donc je ne maîtrise pas forcément les enjeux business, le deal qui a pu être fait derrière, mais effectivement, on est allé jusqu'à un transfert de la propriété intellectuelle. Ce qui est par contre bizarre, c'est qu'au bout de 2 ans, Antirez a quitté la gouvernance de Redis, et une année plus tard, Redis Labs va officiellement devenir Redis, c'est-à-dire qu'il va y avoir un amalgame entre le nom de la société et le nom du produit qui, je le rappelle, à l'origine était strictement un logiciel open source qui avait été développé par quelqu'un de chez Pivotal et non pas quelqu'un de chez Garantia Data. Et enfin, en 2024, c'est un petit peu le nœud du problème, hein, c'est le changement de licence pour aller vers la SSPL et la RSAL, donc une licence qui est pas vraiment open source et une licence qui ne l'est pas du tout. Et en 2025, et c'est pour ça que je fais ma vidéo, assez récemment, le 1er mai 2025, avec un joli petit brin de muguet, il y a eu une annonce de la sortie de Redis 8 avec le retour d'Antirez dans la gouvernance de Redis, et un retour à l'open source sur la licence AGPL v3. Et on essaiera de voir un petit peu ce que ça cache derrière. Alors pourquoi je fais un centrique sur Redis ? La première raison, vous l'avez compris, c'est le sujet compliqué autour du changement de nom de Garantia Data, puis Redis Lab pour aller vers Redis.
C'est parce que c'est un sujet d'actualité, hein. C'est pas la première, c'est pas le premier retour d'un produit vers de l'open source, hein. Il y a eu Elasticsearch en avant. Mais disons que Redis, c'est un cas un petit peu particulier au regard de ce qui s'est passé sur le projet. Euh, et ce qui est important, du coup, c'est de noter la forte implication de la communauté dans le développement de Redis. C'est avant tout un logiciel contributif open source communautaire, avant d'être un logiciel d'une société open core. On a évidemment le sujet de la licence SSPL, et puis la conjonction de tout ça fait que pour une grosse partie de la communauté et pour un grand nombre d'acteurs et de la vision que pouvait en avoir l'Open Source Initiative, ça a un peu été considéré comme un vol d'open source, puisqu'à la base, je le rappelle, c'est pas la société Open Core qui a été à l'origine du logiciel Redis. La société Redis Lab puis Redis, c'est une société qui a récupéré le logiciel. Alors, le contexte autour des licences, qu'est-ce qui s'est passé? On avait donc effectivement Redis, qui était un produit sous licence BSD 3 clauses, donc une licence no copyleft, qui est parti vers la SSPL et la RSAL, qui sont des licences copyleft, mais en plus qui ne sont pas reconnues. Pour la SSPL, elle n'est pas reconnue comme licence open source par l'OSI, et la RSAL, de toute façon, est une licence commerciale. Allez plus loin en regardant les sources sur opensource.org, sur /licenses pour avoir les infos sur les licences. Et puis voilà, cette licence server-side public license, la SSPL, elle a été mise en œuvre par MongoDB, elle a été demandée à l'officialisation comme licence open source à plusieurs reprises par Mongo, et ça n'a jamais fonctionné, et on verra un peu plus tard pourquoi, et de toute façon on verra que ça n'est pas possible en fait. La résultante, on l'a vu, hein, on va comprendre pourquoi ils ont fait ce fallback, hein, qui sont revenus sur une licence open source, parce qu'effectivement, bah, c'est simple à comprendre, hein, le business en avait pris un coup, hein, et donc ils ont introduit une troisième licence, ils n'ont pas supprimé les licences SSPL et RSAL, ils ont rajouté une troisième licence, et ils se sont appuyés sur l'AGPL, hein, l'Affero General Public License, mis en œuvre par la Free Software Foundation, qui est une déclinaison de la GPL pour prendre en compte les enjeux de distribution d'un logiciel as a service. Alors, tout de suite, je vais aussi dans le vif du sujet, hein. Il y a un projet qui s'appelle Valky, et il est la résultante directe des décisions de Redis Labs, de sortir de l'open source. Redis, qui était en BSD 3 clauses, change de licence, réaction directe, parce qu'effectivement, la communauté a réagi négativement. Il y avait en plus chez les hyperscalers des contributeurs, donc effectivement ils ont forqué la version 7.2.4 pour créer Valky, qui lui est toujours sous licence BSD 3 clauses. Et c'est important de voir que Valky, maintenant, c'est largement utilisé par les hyperscalers, ils le consomment énormément, mais ils en sont aussi les parrains, avec le soutien de et sous la vigilance de la Linux Foundation, et puis qu'il y a énormément des contributeurs core qui étaient présents chez les hyperscalers, qui continuent maintenant non plus à maintenir Redis, mais qui maintiennent Valky. Typiquement, il y a des gens comme Madeline Olson chez AWS et Pingxi chez GCP. Alors, c'est quoi le fond du problème avec la SSPL? Pour regarder le sujet, je vous ai remis ce qu'on appelle les OSD, les Open Source Definition, hein, c'est ce qui définit ce que doit respecter un logiciel open source et défini par l'Open Source Initiative. Et donc, on va pas tous les repasser, mais on va en regarder deux. Et pour les regarder, on va essayer d'abord de regarder vis-à-vis de la RSAL, la Redis Source Availability License, voir que c'est pas une licence open source. Elle l'est pas parce qu'il y a un critère qui neutralise de toute façon le fait que ce soit une licence open source sur des restrictions commerciales, et la nécessité de contracter une licence commerciale pour l'usage du logiciel dans des conditions commerciales. De toute façon, il y avait un problème déjà sur la première des OSD, hein, liberté de redistribution. La licence doit permettre à quiconque de vendre ou de donner ce logiciel à d'autres. Et donc, dans le cadre de la RSA LV2, la distribution, elle est soumise à des conditions. Donc, c'est donc pas, ça ne peut pas être un logiciel open source. RSAL, c'est une licence commerciale, n'ayons pas de doute, hein. Et donc, regardons notre fameuse SSPL V1. En gros, c'est une AGPL V3, donc c'est une licence, elle est basée sur les clauses initiales de l'AGPL V3, mais en y rajoutant une clause qui est à la fois
hyper restrictive, mais au-delà de ça, complètement floue. Et du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette clause? Elle dit que tout le code nécessaire pour faire fonctionner le service, utilisant le logiciel open source, alors pour le coup pas open source, le logiciel doit être publié. Et là, c'est hyper contraignant, parce que ça veut dire qu'en gros, si il y a une société qui veut faire du business en utilisant le logiciel open source pour mettre ses propres services, il est obligé de donner la totalité de son code à lui, même s'il n'est pas du code dérivé, du code spécifique du logiciel en lui-même. Donc ça, c'est déjà hyper contraignant. Mais ce qui pose un gros problème, c'est que où s'arrête cette limite? Déjà, effectivement, bah, c'est ça qu'on appelle du faux open source, hein, de l'Open Source Canada Drive, mais c'est surtout inapplicable. Est-ce que ça comprend le code spécifique que j'évoquais? Est-ce que ça va jusqu'à l'OS? Est-ce que dans ces cas-là, ça veut dire que on peut pas choisir des OS commerciaux, on peut pas choisir d'OS là aussi en mode distributeur core open core? Est-ce que ça va jusqu'au microcode des CPU? Donc, une licence ne peut être pertinente que dès l'instant où elle est non ambiguë, parce qu'elle engage un cadre légal d'utilisation. Et là, dans ce cadre légal, il n'y a pas de place à l'ambiguïté. Donc forcément, la réponse, je crois que c'est Bruce Perren qui l'a donnée, il a dit, mais non, quoi qu'il arrive, vous ne respectez pas le 6e des OSD, qui dit pas de discrimination contre les domaines d'activité, la licence ne doit pas limiter l'utilisation du logiciel dans un domaine spécifique. Là, on est complètement dedans. En gros, il cherche à garder uniquement la société open core la légitimité de pouvoir faire du service avec. La clause est tellement restrictive qu'en gros, elle la restreint à eux-mêmes. Donc, ça peut pas être une licence open source. Ou sinon, il faut que forcément ce soit dans un cadre payant. Mais du coup, c'est plus un logiciel open source. Il y a VM Vicky Brasser, une des VP de l'OSI, qui a ajouté une remarque assez forte. Elle a dit qu'un software qui allait sur une licence SSPL fabriquait un risque business fort dans la société qui l'utilise. Et ça vient de cette ambiguïté, de l'incompatibilité entre l'ambiguïté et le cadre légal d'usage. Alors, c'est pas un cas isolé. Il y a déjà eu des allers-retours, hein, typiquement autour de LK, de Greylog, et puis en premier MongoDB. Hein. MongoDB, c'est eux qui sont à l'origine de la licence SSPL, c'est les premiers qui ont réagi hein, sur les difficultés qu'ils exprimaient aussi. Hein, il y a une part légitime quand même de se dire qu'ils avaient du mal à être concurrentiels vis-à-vis des hyperscalers et qu'ils n'arrivaient pas à retrouver leur business là-dessus. Greylog a suivi par exemple et Elasticsearch Kibana. Sachant que Elasticsearch et Kibana sont déjà revenus sur de la GPL v3. Et dans le cas de MongoDB, d'Elasticsearch, faut bien comprendre que c'est un petit peu différent de Redis, parce que dans le cadre de Redis, le poids de l'apport communautaire est beaucoup plus... de l'apport du core editor, de l'open core, est beaucoup plus important que dans Redis. Redis, c'est avant tout un produit open source qui est devenu... qui a été récupéré par une structure open core. MongoDB et Elasticsearch, ce sont des structures open core natives. C'est eux qui ont fabriqué leurs produits. C'est eux qui sont à l'origine et à l'initiative du produit. Je voulais aussi parler du cas d'HashiCorp, qui fabrique des produits comme Terraform, Vault, Vagrant, Consul ou Packer, qui étaient des logiciels en Mozilla Public License, donc une licence open source, et qui sont partis, eux, sur une licence qui est complètement propriétaire. C'est pour ça que je ne les ai pas mis dans le même cadre. Ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, la BUSL, c'est une licence qui est à l'origine fabriquée qui a été définie et mise en œuvre par MariaDB Corporation AB. Mais non pas pour le logiciel MariaDB en lui-même, hein, qui est lui open source, mais pour les composants additifs, les composants supplémentaires. Et eux, effectivement, ils sont moins ambigus. Hein. La base reste open source, ils sont toujours dans la définition d'un open core, et ils font leur business sur les proprietary features. Donc sur un modèle finalement plus classique des open core. Si maintenant, effectivement, on regarde hein, les logiciels d'HashiCorp, Terraform, et on va se concentrer sur celui-ci. Hein. Il y a Vault pour tout ce qui est secret, container de stockage de données chiffrées. Vagrant, que moi j'utilisais beaucoup, qui offre un DSL pour fabriquer des environnements avec soit de la machine virtuelle, soit du Docker. Consul, qui est une base de données, et Packer, qui permet de fabriquer des images ISO. Celui que je vais souligner plus, c'est Terraform, parce que lui, il est devenu incontournable comme solution d'infrastructure as code, et il est utilisé chez tous les hyperscalers.
Mais eux, là, l'approche a été de se dire, c'est le choix d'HashiCorp, hein, on sort de l'open source. Encore une fois, les logiciels étaient fabriqués chez HashiCorp. C'est bien des projets open source qui étaient chez HashiCorp. Ils ont fait le choix de sortir. Là où on va voir que leur choix est peut-être pas bon, c'est que du coup, ils se sont pris des forks. On reviendra sur ces sujets des forks. On va regarder le dessous des cartes et on va regarder le modèle open core et les hyperscalers. Faut pas se tromper, hein. L'open core, c'est un choix initial open source. On est open core parce qu'on a décidé de choisir d'avoir un cœur open source et de faire du business sur la valeur ajoutée, sur les composants additionnels et sur le service. Et l'objectif, c'est la réduction du coût du MCO, c'est-à-dire qu'on a le bénéfice de l'apport communautaire pour réduire l'investissement nécessaire pour maintenir à jour son logiciel. Donc il y a une utilisation forte de la valeur contributive extérieure. Il y a aussi certains open core qui le font pour des motivations un peu moins vertueuses, de se dire je rentre dans un modèle freemium pour capturer mes clients. Mais là on sent que déjà il y a la volonté potentiellement de varier de l'open core. Et c'est déjà contestable. Souvent, on voit des logiciels qui partent en open core sur un périmètre de produits un peu experts avec un contexte de mutualisation plus faible. Et puis l'open core va garder le cadre d'expertise sur son logiciel. Et normalement, le business se fait sur les proprietary features, sur une licence qui, elle, est une licence commerciale, parce qu'effectivement, c'est le cœur du business de l'open core. Potentiellement, et c'est là où ça devient un peu plus flou, on peut rentrer dans un périmètre fortement mutualisable, as a service. Donc là, soit effectivement, il faut que l'open core ait dans son business model le fait qu'il distribue son logiciel as a service, mais il va être soumis à une concurrence forte, une pression forte de la concurrence. Et puis, un des problèmes, c'est bien aussi des staging features, c'est-à-dire tout ce qui va être mis en place par les opérateurs de service, par les hyperscalers, pour fournir le service avec leur propre valeur ajoutée. Et c'est là qu'on voit la problématique de version et le fait que les licences no copyleft vont poser un petit problème. L'une des dérives, et c'est la dérive qu'on a vue avec Redis, c'est d'aller vers le open source, vers l'open source Canada Dry. Plutôt que de se dire, je mets en œuvre correctement ma solution as a service, je me positionne sur un marché que j'ai établi dans mon business model comme concurrentiel dès le début, et je viens créer une solution cloud et je deal avec les autres opérateurs de service pour la fourniture de mes proprietary features. Et c'est là que j'essaye de faire mon business model. L'objectif, c'est, il y en a plusieurs, hein, la maximisation des revenus, elle est évidente et elle est normale. La réponse à la concurrence des hyperscalers, mais on va voir que c'est pas si simple que ça. Et puis, le côté un peu négatif, ça peut être celui de l'open source washing. C'est plutôt dans le cas où on a fait le choix initial dissimulé de faire du freemium pour la captation de clients, de finalement sortir de ce modèle open source. Donc là, on a une responsabilité éthique vis-à-vis des contributeurs du projet. Donc cette responsabilité, là on va bien la souligner, la valeur de la contribution open source et l'impact sur la communauté, si elle est mal perçue, elle va réduire la capacité de réduction du coût du MCO, et puis il y a un impact éthique, hein, il y a un vrai impact éthique. Donc si jamais c'est mal perçu, parce qu'effectivement la communauté va se sentir trahie de cette transition vers du faux open source, le risque le plus important c'est qu'il y ait un fork qui soit fait, et puis du coup qu'est-ce qui va se passer ? Soit la société va faire machine arrière de façon un petit peu partielle, et elle va aller vers la mise en place d'une licence copyleft, mais cette fois-ci open source, et c'est là qu'on voit arriver la GPL v3 pour tout le périmètre as a service. L'objectif, c'est de retrouver l'apport communautaire, d'éviter ou de contrer un fork qui a déjà été fait. Dans le cadre 10, il était déjà fait, et puis de forcer les hyperscalers à contribuer sur le produit, sur le cœur du produit. Là, encore une fois, il faut bien comprendre que normalement, la société open core, elle fait son business sur les proprietary features. Et mais l'hyperscaler, il a une responsabilité aussi, hein, sur ce qu'il il est censé rétroverser sur le périmètre de la contextualisation du service. Donc là, il n'y a pas de vision manichéenne. Il n'y a pas d'un côté les méchants clouders et les gentils open core. Il y a des responsabilités des deux côtés, et il y a un engagement. Mais par contre, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'il y a un engagement initial. On parle d'open source. Quand on part sur un modèle open core, et là c'est encore pire dans le cas de Redis, parce qu'on n'est pas parti dans un modèle open core,
On a fait l'appropriation d'un logiciel pour se baser sur le principe open core, et on en est sorti pour faire du propriétaire. Mais donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que souvent, la valeur globale du produit, elle est constituée de l'apport global, de l'apport, pardon, de la structure core, c'est-à-dire de l'entreprise, et là, souvent aussi, surtout, de l'apport contributif. Donc il y a un enjeu éthique de la part de la société open core. Donc elle n'a pas le droit de sortir comme ça sans effectivement prendre en compte sa communauté. Ou alors si elle le fait, si elle a le droit de le faire, mais elle doit en assumer les conséquences. Il y a évidemment un problème éthique du côté du clouder, hein, de l'hyperscaler. L'hyperscaler doit contribuer. Et effectivement, le but du jeu, c'est de trouver les bonnes licences qui vont être en mesure de plus effectivement l'obliger à contribuer dans les usages as a service. Et enfin, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que l'open core n'aurait pas de toute façon capturé autant de valeur sans les providers de services. Que ce soit des hyperscalers, mais même à l'époque, dans le cadre du mutualisé, plus concurrentiel, il y avait certes une somme de sociétés qui générait cette démocratisation, alors qu'effectivement maintenant on est plus sur un marché plus restreint avec les hyperscalers, mais quoi qu'il arrive, bah, on parle bien de démocratisation de l'outil, du logiciel. Il est plus visible, donc c'est à l'open core de capter la valeur de cette acquisition de visibilité. Donc il n'y a pas de gentil open core et il n'y a pas de méchant clouder. J'attire l'attention, hein. Normalement, un open core, il doit aller chercher son business sur le service, s'il est plutôt sur un périmètre de logiciel expert, et ou sur les composants additionnels. On voit que les logiciels propriétaires, ils savent très bien faire ça, hein. Alors je reviens sur ce problème des forks. Le problème du fork, qu'est-ce que ça pose? On regarde par exemple un Redis qui a été forké en Valky, et puis Fault, Terraform, Elasticsearch qui ont été forkés en OpenBAO, OpenTofu, OpenSearch. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une grosse dilution de l'effort. Et ça fabrique une dislocation des équipes de mainteneurs. En gros, on prend le même manpower, on le divise par deux. Donc pour les produits, c'est négatif. Il faut effectivement, quand on en arrive au fork, c'est qu'il y a eu un problème. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de malsain sur la vie du produit, même s'il devient même plusieurs produits pour le coup. Alors, des fois, de temps en temps, bah, en fait, c'est juste une étape parce que c'est le nouveau produit forké qui va prendre le dessus. De toute façon, c'est quelque chose de négatif. Parce que pendant cette période, cette transition, bah, l'effort qui aurait pu être concentré sur la fabrication d'un produit, elle va se diluer pendant une période et potentiellement soit se réinvestir sur la solution cible, soit potentiellement faire un fallback, un retour sur le logiciel historique. C'est ce que peuvent espérer Redis et autres Elasticsearch qui se sont fait forquer. Je vais regarder le sujet de l'hyperscaler et de la responsabilité de l'hyperscaler. On ne doit pas se tromper, chacun a ses responsabilités. Si effectivement ils intègrent une solution open source de façon managée, bah, ça augmente la démocratisation du produit. Par contre, effectivement, il y a une contrepartie, c'est la nécessité de contribution. C'est le cas idéal. Si jamais ils sont contraints, parce que ce produit open source n'est pas forcément que communautaire, mais qu'il est open core, bah, si jamais il y a des revirements de licence, on se retrouve dans le cas du fork, le produit reste open source, par contre on a vu toute cette ambiguïté sur le flou de contribution et ainsi de suite. Je ne reviens pas sur ce sujet. Là où par contre on a vu des travers chez les hyperscalers, c'est sur le sujet du clone d'un logiciel, les clones compatibles. Postgres par exemple, il y a des clones compatibles qui ont été fabriqués par au moins 2 des hyperscalers. Là il faut faire attention, tant qu'il est 100% compatible, quelque part, ça reste une condition de démocratisation, puisqu'on parle bien, on continue à parler du logiciel open source. Donc on augmente sa démocratisation sur l'usage qui n'est plus celui de l'hyperscaler. Par contre, effectivement, on vient capter l'usage par l'hyperscaler pour l'hyperscaler. Et là où ça devient encore plus grave, c'est quand cette promesse de 100% compatible ne continue pas dans le temps. Et du coup, bah là, on se retrouve sur une vraie concurrence d'un produit open source communautaire. Et si on ne respecte pas le 100% compatible, c'est même une captation de la valeur à la limite de la légalité. Alors, elle est légale parce qu'au même titre qu'un Stallman avait le droit de réécrire le code, de logiciels propriétaires pour qu'ils deviennent des logiciels open source, bah, tant qu'on réécrit ce code et que c'est pas du vol du code en lui-même, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il faut que ce soit évidemment, et c'est le cas hein, pour le coup, il faut que ce soit de la réécriture du code. Alors,
ma position en conclusion. Tout ça est basé sur le dialogue, doit être basé sur le dialogue et la négociation. Et là, on doit s'appuyer sur les fondations. On doit s'appuyer sur les grosses communautés des fondations qui doivent servir de médiation d'assainir la relation entre les hyperscalers et les sociétés open core et les projets open source. Et il faut que ces sociétés open core négocient des accords globaux avec les fondations, au travers des fondations, mais aussi qu'elles fassent leur business, qu'elles négocient des accords spécifiques sur leurs composants additionnels, sur des conditions de service en consortium, en partenariat. Les licences alternatives, pour moi, c'est une bonne solution, parce qu'effectivement, ça permet de conserver la nature open source et l'usage open source pour le Kidam lambda, et puis définir un cadre de spécifique pour les sociétés quand elles vont utiliser soit pour leur usage direct, là ça reste open source, soit dans un usage as a service, mais dans ces cas-là avec des responsabilités supplémentaires. Les licences personnalisées, ça reste une bonne solution. La contribution et la collaboration, extrêmement important. Il faut que chacun respecte sa responsabilité éthique, à la fois les open core sur le fait qu'ils ont un logiciel qui est fabriqué de communautaire et qu'ils ont une responsabilité éthique vis-à-vis de ceux qui le fabriquent, et les hyperscalers sur la nécessité de contribuer, de faire du gagnant-gagnant quand ils utilisent du logiciel open source, mais aussi quand ils utilisent du logiciel open core, et la nécessité de matérialiser ces partenariats. Je vais finir en rappelant des principes, revenir sur les fondations de l'open source. Un programme qui est né open source, il y a une responsabilité éthique. Et quand on fait de l'open core, il ne faut pas se tromper, on a la nécessité de bien matérialiser son business model et d'assumer qu'on est sur un périmètre concurrentiel et que c'est pas en changeant la licence et en étant dans le déni de la valeur contributive open source, communautaire, qu'on doit régler le problème. On doit le régler par la construction de services, le raffinement de ces services, et par la proposition de logiciels additifs qui, eux, potentiellement, peuvent porter le business ou du service. Donc voilà, l'objectif, c'était d'avoir une vision pragmatique de la problématique qu'il peut y avoir autour des open core et puis de ce qui s'est passé autour de Redis. Donc je vous remercie et au revoir.